Moi, dans le costume, j'ai fait un travail de commissaire de police. Nous, on fait de vrais faux. On essaye de faire plus faux le vrai et plus vrai le faux. Eva Cohen a créé les costumes de 59 films et séries. Elle aime les biopics, raconter avec respect de belles histoires vraies. Engagée pour la visibilité de sa profession, elle est vice-présidente de l'ASC, l'Art d'Arsénico, et même membre de l'Académie des Oscars. Elle est également conférencière à travers le monde pour partager sa passion du costume. Eva, c'est un plaisir de t'accueillir au micro de Profession Costumière. Sois la bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous, Céleste, et c'est très important de partager la passion qu'on a pour ce métier qui devient plutôt difficile, mais qu'on aime bien. Même, on peut raconter des histoires sur notre expérience. Merci beaucoup Eva d'être là. Alors première question, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue créatrice de costumes? Qu'est-ce qui t'a menée à cette profession? En fait, ma formation dans ce métier est née d'une passion immense pour la mode de s'habiller, la façon de s'habiller. Et à 8 ans, j'ai commencé à dessiner des vêtements comme s'il s'agit d'un catalogue de vente avec une nette préférence pour les vêtements masculins. J'ai jamais compris pourquoi, mais en fait, dernièrement, j'ai pensé que je dessinais surtout de tuxedo, de smoking, car mon père est musicien classique, donc je voyais toujours autour de moi des hommes en cravate noire. Et donc, c'était quelqu'un que je voyais tout le temps. En fait, j'ai encore une passion énorme pour habiller les hommes, que je trouve vraiment très difficile de prendre la juste mesure pour habiller un homme sur le plateau. Et puis, en suivant de cours de danse, j'ai commencé à créer des costumes et même de scènes pour la scène contemporaine d'avant-garde en Italie, jusqu'à concevoir des costumes pour d'importantes compagnies internationales. Et j'ai eu la chance de travailler au début avec la Lidman Dance Company et puis après avec Caroline Carson, et j'ai même travaillé avec elle à Paris, à Champs-Élysées. Et puis j'ai commencé à travailler avec Ismail Livo, Ian McGregor, et le dernier spectacle que j'ai fait, c'était avec cette incroyable expérience avec Pina Bausch à la Fenice di Venezia. Donc, c'est le mouvement des habits qui m'intéresse beaucoup. Et puis, je dois dire que ma formation, les années importantes de ma vie, c'était à 20 ans, c'est le moment le plus important pour prendre les mesures de choses. Et ma biographie est profondément marquée pour la culture française. Et lors de mon premier séjour à Paris, j'ai eu l'opportunité de réaliser ma thèse sur André Derain, et la thèse s'appelait Peintre au théâtre. Donc, un peintre emblématique pour le fauvisme, et Derain, par sa maîtrise de la couleur et son sens de la spontanéité, a également laissé une empreinte sur le cinéma, notamment dans la manière dont le costume et la mise en scène peuvent exprimer les émotions et la personnalité du personnage, et comme ça renforcer la narration visuelle. Et son travail m'a inspiré et m'inspire toujours dans ma pratique de créatrice de costumes, et m'a incité à penser les costumes comme un élément dynamique capable de participer activement à la narration filmique. C'est un peu ça, parce qu'en fait, cet amour, c'était incroyable pour les costumes de ballet russe, parce que André Derain était un des peintres au théâtre qui a travaillé au début du siècle pour les ballets russes. Donc c'était un cas éclatant. Et quand j'ai vu pour la première fois, j'avais 18 ans, les maquettes de Bakst, ou les choses incroyables qu'ils faisaient, les peintres comme Picasso et les autres qui ont participé à cette expérience pas possible, j'avoue, j'ai vu vraiment quelque chose qui pouvait m'inspirer au niveau de la qualité de l'image et de l'utilisation des couleurs vis-à-vis de la caméra. Et même si pour moi était clair que je m'orienterais vers le métier de costumière, j'ai également
souhaitais poursuivre mes études sur les sources iconographiques à travers l'école de la spécialisation à Sienne, donc encore en Italie, et en art après l'obtention de mon diplôme. Mon diplôme, je l'ai eu à Rome, mais en fait, pendant 4 ans, quand j'étais à Rome à passer mes examens, je faisais aller-retour avec Paris. Et l'excuse que j'ai eue, c'était ma thèse sur André Derain. Malheureusement, je dois passer toute ma journée là-bas. Et j'étais enfermée dans les bibliothèques, genre la magnifique bibliothèque de l'Opéra de Paris. Il y a même un endroit où manger vraiment très très bon. Et c'était vraiment un plaisir de rencontrer des gens. Ils faisaient des recherches magnifiques. Moi, j'ai assez de souvenirs de cette jeune fille qui travaillait sur une chanteuse française de 1800. Et c'était à travers les habits de cette femme qui a construit un bouquin. Donc, tous les habits de cette chanteuse française et à travers les notes de sa habilleuse. Et c'était magnifique de Incroyable. rencontrer des gens comme ça, tu vois? Mmh. Donc oui, ça c'est quelque chose qui m'a toujours, amenée un peu dans cette direction et donc là, j'ai décidé de continuer et approfondir les aspects de la recherche en pensant que ceux qui ont une méthode peuvent appliquer partout où cela est nécessaire. Donc, moi, j'ai dit, bon, je vais continuer ça, je vais aller jusqu'au bout. Et en fait, oui, doctorat, diplôme et tout ça. Ah Et oui. de toute façon, toujours, on était sûr que j'aurais tombé et me plonger dans le costume. Au début, c'était la mode, en fait, et puis le costume. Parce qu'en fait, au début, on a un peu l'idée que c'est la mode qui t'amène dans la direction des habits. Et l'habit est important pour ça au début. Et puis après, en étudiant, tu apprends que la mode, en fait, c'est la continuation de la mode, c'est le costume. Et le costume, c'est aller-retour. Moi, j'appelle ça Mmh. mode costume, main dans la main. On se déplace ensemble. Et grâce à la rencontre d'historiens de l'art de haut niveau, à Sienne, comme le professeur Luciano Bellosi, je me suis spécialisée dans l'analyse de vêtements et de leur coupe pour l'attribution de l'œuvre. Et ça, c'est un sujet extrêmement intéressant qui m'a appris à accorder une importance maximale aux détails. Cette approche m'aide beaucoup pour la vision cinématographique lorsqu'il s'agit de champs étroits. Sur le premier plan, il y a des choses qui sont des détails, mais moi j'ai l'habitude de faire ça parce que avec cette histoire de l'attribution de certains tableaux en voyant les costumes, parce que toi tu sais bien Céleste qu'en fait les costumes dans les portraits parfois c'était des choses de la génération passée ou bien c'était des habits qui étaient donnés par la mère, la grand-mère. Donc c'est très difficile. C'est un peu, tu vois, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention à ça parce que parfois, tu as l'impression que c'est d'une époque, c'est habillé, en fait, c'est pas du tout correct. Mmh. Parce que quand tu parles d'attribution, c'est le travail de voir un vêtement et arriver à comprendre d'où il vient. C'est ça, c'est ça. De qui, de quelle époque, de quelle classe sociale. D'abord l'époque, mais même, en fait, c'est pas seulement aujourd'hui, mais les costumes, l'habille dans un portrait a une valeur énorme. Donc, tu peux donner plein d'informations. Ça veut dire si tu es marié, si tu n'es pas marié, dans quel moment de ta vie, quel genre d'habits, mais surtout quel genre de bijoux, par exemple. Mais même pour les hommes, les bijoux ont valeur inestimable. Et donc, parfois, avec cette professeure, en faisant des attributions, on cherchait, avec la mode, de mettre dans le cadre pour attribuer évidemment des artistes mineurs, et parfois il faut faire même ça attentivement. Et quand j'étais à Rome pour mon diplôme, en fait, j'avais un autre génie, à mon avis, c'était génial. Lui, c'était Augusto Gentili. Et nous, on faisait
toujours les attributions, mais là, c'était qu'il te montrait un petit morceau de pied de Jésus-Christ. Et toi, tu veux dire, ça, c'est Giovanni Bellini, 1505 au 1704. Tu vois, donc tu avais la possibilité de décider au niveau du mouvement d'un petit détail de la main ou d'un pied ou de la Madone s'il s'agit d'un ou l'autre. Donc ça m'a aidé énormément à avoir une vision très attentive aux détails. Et en parallèle, parce qu'à mon avis, ce travail, c'est dur et c'est fatigant, mais il faut le commencer tout de suite. Donc, à 20 ans, j'étais sur le plateau. Et j'ai eu la chance, hein, parce que en fait, souvent on me demande, mais comment on peut rentrer dans ce métier? C'est la demande qui me font tous les temps. Et en fait, c'est un peu même de la chance, parce que tu dois trouver quelqu'un qui te fait rentrer. Parce que le cinéma, c'est un peu un milieu qui se passe de génération après génération. Et donc, toi, tu dois trouver la manière. Moi, j'étais pas dans le cinéma, c'était pas mon milieu. Donc, tu dois trouver la manière de rentrer et d'apprendre, évidemment, mais la manière d'entrer, parce que la première fois, il faut que quelqu'un t'accueille. Et là, alors, j'ai commencé comme stagiaire, sans rétribution, évidemment, plusieurs films comme ça, et sur le plateau de Frères Taviani. Et après avoir fait mes premières pas, j'ai commencé à signer mes films. Mais bientôt, dans le sens que j'ai travaillé seulement sur des films époque, donc period one, et c'était très intéressant. Et il me donnait tout de suite des responsabilités énormes sur le crowd, pour exemple, sur les fonds. Ah oui, les figurants. Ouais, c'est ça. Donc, je travaillais pas sur les premiers rôles au début, et il me donnait le peuple de XVIIe siècle. Et alors, je faisais les femmes de cette époque, mais à chacun son métier, tu vois. Donc, à chacun sa petite chose. Et petit à petit, toi, tu te rends compte que chacun est indispensable. Même un petit stagiaire peut être fondamental pour l'œuvre complexe. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, j'ai commencé à faire de films toute seule et j'avais 27 ans. Donc, tout de suite, hein, en fait, 25, 27. Parce qu'en fait, puis après, il faut commencer, il faut faire ce qu'il faut faire. Se faire la main. Oui, prendre la chose un peu sérieux. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ma carrière, je me rends compte en lisant un peu ma biographie, c'est vraiment hétérogène. Mmh. Parce que je passe de films de comédie, de films sérieux, de séries télé, de projets tout petits, un peu plus grands, et j'aime me confronter à différents réalisateurs, évidemment. J'aime beaucoup travailler avec des gens différents pour contribuer à la composition d'un paradigme. Moi, je voudrais l'appeler un paradigme visuel où je peux amener quelque chose, peut-être, ou peut-être pas, dans le sens où, avec le réalisateur, on est trop distant. Ça peut être qu'on n'arrive pas à reconnaître. Mais normalement, oui, parce que nous, on a l'habitude d'écouter, de voir, d'être en contact avec les autres. Mais j'aime également passer d'un projet avec peu de limites budgétaires à deux projets indépendants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément aidé pour être vivant, tu vois, pour amener des choses. Parce que j'ai l'habitude d'avoir même pas un sou, et parfois Mmh. j'ai presque nos limites budget. Et ça me plaît. Mmh. Tu vois. C'est une force d'arriver à naviguer entre les 2 et d'être à l'aise dans les 2 exercices. C'est un exercice, tu as bien dit. C'est un exercice, se trouver dans des situations différentes et tu sais parfois même, dans des conditions de travail différentes. Parce Mmh. que parfois on est dans un endroit où il fait tellement froid que c'est presque impossible d'être sur les plateaux.
pour les acteurs, donc tu dois t'inventer n'importe quoi. Parfois, on est dans un endroit où il n'y a rien, où c'est presque impossible, donc tu dois tout prévoir au début et tu peux pas avoir de choses qui sont laissées aller, mais il faut faire un programme très attentif et il faut pas obliger de choses parce que si on va tourner dans le désert, par exemple, c'est pas banal, hein, je veux dire, faut tout être plutôt organisé. Et Ça t'est déjà arrivé de tourner dans le désert? oui, 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 absolument. J'ai déjà fait soit les déserts, soit des endroits où il fait vraiment froid. Tu Ouais, as tout ouais, tous testé. les 2, tous les 2, tous les 2. Et je dois dire que là, moi, j'ai un peu un problème, je dois te le dire, et je sais pas si dans tes merveilleuses interviews que moi, j'ai l'habitude d'écouter quand je suis dans la voiture, je suis là et je dis: «Ah, qu'est-ce que c'est Merci bien! Eva. Maintenant, je veux écouter Passion costumière, oh, magnifique!» Et alors là, je dois dire que je trouve que dans certains films, je vois un processus d'esthétisation qui rend le résultat trop froid et aseptique. Aseptisé, oui. Froid et aseptisé. Parfois, notre travail, évidemment, se base sur des images qui normalement sont belles. Et tout doit être parfait. Le décor, les costumes, le cadre, le chef opérateur qui doit tout régler. Et ok, mais là, il faut faire attention parce que on a de mal à voir de films qui, il paraît bien, de l'intelligence artificielle. Pour moi, ça, c'est un problème. Ça, c'est quelque chose que je commence à avoir de mal. Parce que nous, tu vois, la palette de couleurs, c'est Pantone 2050 couleurs. Et RAL aussi, même plus grand que Pantone. Et Mmh. on a tous les nuances, toutes les choses qui sont bien réglées, mais parfois, ça rend le film d'une froide pas possible. Mmh. Ça devient vraiment pas intéressant. Ça arrive pas au quoi. Et c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas obsession à raconter des histoires vraies, de véritables histoires, qui soient plongées dans la vie, des biographies, et même parfois j'aime bien des œuvres engagées. Mmh. Parce que ça te déplace un peu. Quand je travaille avec Emanuele Crealese et je fais Terra Firma Oui. sur les immigrants qui arrivent à Lampedusa, il me permet de travailler sur ça. C'est sûr qu'il y a une valeur esthétisant et s'il y a une valeur qui, évidemment, on fait des choix même si on raconte des clochards. Ce sont toujours des choix. Mais là, il faut faire attention parce que parfois, ce processus d'esthétisation, ça peut devenir un peu lourd. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si, si, et puis ça peut sortir aussi le spectateur du film. Oui, c'est ça. Mmh Moi, mh. je trouve que c'est un peu, ça, c'est un peu un problème actuellement avec les AI. On utilise les AI pour faire un rendering, quelque chose, ça Oui, va, un rendu, OK. Je suis pas contre le AI. J'ai pas, l'intelligence artificielle est là, et donc je l'utilise s'il me faut. C'est pas une question de, Oui, de rejet absolu, non, 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 c'est seulement faire un peu le point parfois sur ça. Et toi, justement, comment tu utilises, l'intelligence artificielle parfois dans ton Non, travail? nous, on utilise l'intelligence artificielle et parfois on l'écrit. Ça, c'est généré par AI. Et parce que parfois, c'est intéressant. Tu as le mood board avec toutes Mmh. les images que tu vas considérer importantes pour toi. Et moi, je suis, évidemment, je suis un historien de l'art. Donc, je Mmh. suis pour les mood boards et pour les images et pour les photographies et tout ça. Mais parfois, pour mieux comprendre, pour les réalisateurs, pour mieux comprendre les costumes, parfois, avant de faire de maquettes, de choses, évidemment, avec tous les programmes qu'il y a, qu'on peut utiliser, pas seulement avec les crayons, mais évidemment, Mmh. maintenant, le digital, on l'utilise. Mais parfois, on fait de rendering. Ça veut dire, toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour avoir un cadre
de film, parce que là, tu peux mettre même, ça c'est dans la nuit, donc tu mets un décor dans la Oui, nuit. Tu peux mettre ton costume dans un environnement qui oui. soit correct. Donc parfois, on l'utilise parce que c'est vite fait, tu vois. Mmh. Donc c'est vraiment pour le travail préparatoire, en fait, c'est pour faire, valider des intentions, des costumes. Je dois dire, parfois, il nous aide et puis après, tu vas l'oublier. Mais là, c'est comme une moyenne, s'il y a un moyenne en plus, toi, tu l'utilises, pourquoi pas? Non, mais c'est intéressant, c'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans le podcast et c'est vrai Oh qu'il est là du temps. là, non, c'est très important, oui. Il y a plein de possibilités, mais là, j'hésite un peu pour donner de mon expérience sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a 2 programmes. Il y a un programme qui s'appelle Fabric. Toi, tu vas tout mettre dans les programmes et il va te donner directement la chose faite. Mmh. Et là, je dis, OK, mais c'est tout, nous, on donne notre expérience. Ça va devenir un peu dangereux. Parce que Ouais. même ça devient trop, peut-être. Parce que nous, on est quelqu'un qui utilise ça, mais même la génération des idées et des images vient par notre apport, non? Nous, on a cette expérience qui est collective parce que l'intelligence artificielle va se nourrir de Oui. notre profession. Et là, je dis bon, je sais pas. Oui, à quel point tu remets des pièces dans la machine, Oui, c'est ça. Tu vas mettre dans la machine tes expériences personnelles, des parcours que tu as fait. Oui, ça va, parce en fait, c'est educational. Ça va, Mmh. mais je sais pas jusqu'à quel point on peut aller. Oui. Tu vois? Donc, c'est une question ouverte, même cela. Donc maintenant, je te propose, Eva, qu'on rentre dans le détail de ta carrière. Je le disais dans l'introduction, tu as travaillé sur de nombreux projets. J'en ai choisi deux qui me parlaient particulièrement. Et le premier, c'est La Mafia tout seulement l'été, qui est une série qui a été diffusée entre 2016 et 2018. Et c'est une série qui se déroule, enfin, l'histoire se déroule dans les années 70. Elle est inspirée du film du même titre. Et je voulais que tu nous racontes un peu comment tu as abordé cette série, et on en parlait avant d'enregistrer. C'est intéressant parce que c'est aussi une période très dure, mais racontée par le point de vue d'un enfant. Et je pense que ça a un gros impact sur tous les aspects de la série, mais y compris peut-être comment tu as traité les costumes. Donc, je voulais que tu nous racontes ça. Oui, bien sûr. Alors là, tu sais, de films et de séries télé sur la mafia, il y en a eu plusieurs, Oui. évidemment. Et là, un peu, la choix de mettre en scène des réalisateurs, c'était un peu de raconter la mafia avec même un aspect un peu comédie-tragédie. Mais c'est une comédie intelligente, si tu veux. Jamais quelque chose comme ça à laisser aller, mais on a fait une recherche pas possible sur tous les mafiosi qui existaient dans cette période. Il y a eu Mhm. des cas épouvantables, on a raconté la mort de Mattarella, on a raconté toutes les histoires qui étaient vraiment, c'était une guerre, c'était une Mhm. véritable guerre. Le problème là, c'était qu'on avait une quantité pas possible de gens à habiller et les Oui. années 70 sont une période difficile pour le repérage de matériaux parce que en fait, il y a des choses dans les costume houses. Moi, en Italie, j'ai la chance, on a parlé beaucoup de ça avec la magnifique costumière Madeleine Fontaine ou Oui. con la Anaïs Roman, parce que en fait, en Italie, on a la chance d'avoir des boîtes de costumes qui sont très bien. De fabrication aussi, c'est ça? De fabrication, parce que Anaïs Roman, par exemple, me dit souvent qu'en Italie encore il y a un artisanat qui est intéressant et je dois dire Mm. que c'est une véritable histoire dans Mm. le sens que on a éduqué ces gens-là, on a eu la possibilité de lui donner des projets et comme ça ces boîtes sont encore ouvertes parce que c'est un peu ça. Le problème là sur les années 70, comme je te disais, c'est les petites tailles parce que sont trop petits. Les choses originales, Ah les oui. choses qui sont des années 70 sont tout petits. Et c'est des habits qui normalement doivent être très serrés.
Donc, c'est pas quelque chose qui est moulage, tu vois. Donc, pour le jeans de Jean-Jean, pour les petits maillots, pour les choses, pour les chemises. Mmh. Et on a produit beaucoup de choses parce que évidemment, d'abord, il y avait le multiple. Le multiple parce que on a utilisé une quantité de sang pas possible parce que tu Ouais, donc imagines, il faut pouvoir changer, changer. changer, changer, changer et donc tout était fait exprès. Tout était fait exprès. Chemise, pantalon, veste. On n'avait pas un énorme budget, donc on était très attentive d'aller dans un endroit où les tissus étaient justes, mais pas chers. Oui. Donc, parfois, on a pris de stock de tissus original. Donc, on Mmh. a eu la chance de trouver des choses encore qui étaient possibles et on a fabriqué. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le laboratoire pendant les tournages. L'atelier qui est sur le plateau avec nous, tu vois. D'accord, oui, je Pas vois. seulement sur la prep, la préparation, Mmh. OK, la préparation avec toute l'équipe, parce que évidemment, toi, tu sais bien qu'il y a l'équipe sur le plateau et l'équipe qui fait l'avancement, qui continue, qui fait les essayages et tout ça. Mais c'est intéressant même parfois d'avoir une petite boîte qui continue à fabriquer. Et donc, ça Mmh. devient 3 choses différentes. Cela qui fait les essayages, celui-là qui est sur le plateau, et le troisième, c'est custom houses, mais Oui. maison. On peut Mmh, dire maison. laboratoire maison. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, tu sais bien que les réalisateurs changent d'avis Mmh mh. et là, on doit être prête à changer avec lui. Et la rapidité est un facteur très important dans notre travail parce qu'on peut Mmh. prévoir n'importe quoi, mais parfois, il faut même résoudre des problèmes qui arrivent et il faut le résoudre en Mmh. vitesse. Faut faire preuve de beaucoup de créativité et de oui, de réactivité. Tu sais, nous, on peut pas dire non. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit ça, mais en fait, c'est quelque chose d'important même à savoir. Nous, costumières, décorateurs, chefs opérateurs, on peut pas dire au réalisateur non, on peut pas le faire. On doit toujours dire oui, Mmh. bien sûr, on peut le faire. En fait, il faut s'organiser pour faire quelque chose, tu vois? Et c'est intéressant. Et là, alors, il y avait à Palerme beaucoup de photographes qui ont fait de reportages pas possibles, même de vidéos, de documentaires. Et on a travaillé énormément sur cet matériau. Je voulais t'en parler parce que, je vais tous les ans au festival de photos de Arles, je sais pas si tu connais, dans Ah, le bien sud de la France. sûr, c'est très important ça. Et il y avait une exposition magnifique, cette année de Laetitia Battaglia. Si, Ça te parle? C'est une femme photographe qui a fait des photos incroyables justement de des années de plomb, si, c'est ça. Laetitia Battaglia, on a vu vraiment tout ce qu'il y avait, parce qu'évidemment, nous, la PrEP, on l'a fait en avance, donc on est allé chez sa fille, qui est une photographe d'ailleurs, ah formidable, OK. et on est allé voir tout ce qui est peut-être possible. Moi, j'aime beaucoup aussi un peu me plonger même dans les villes et aller voir des petites laboratoires, parce qu'à Palerme, il y a encore des endroits incroyables. Mmh. Une ville qui est évidemment moderne, tout ce que tu veux, mais il y a encore de petits coins où tu peux trouver des choses. Et surtout, on allait chercher les choses dans les bibliothèques. Il y en a des choses à regarder. Mais là, même quand tu fais une chose en époque, c'est très important aussi d'être. C'est ton point de vue sur les années 70 et c'est ton point de vue sur l'histoire de mafia. Donc, nous, on voulait. Le temps de film, et c'est que je te dis, le temps de film, c'était un peu tragicomédia. Et là, on voulait garder ça et les costumes devaient habiller cette idée, tu vois, devaient être cohérents. Donc, parfois, et c'est quelque chose que j'aime énormément, il faut donner une fraîcheur au costume. Quelque chose que tu as envie de te mettre. Moi, parfois, j'avais envie de me mettre cette jeans ou cette chemise parce que ce sont deux choses que les combinaisons des années 70
sont devenus très importants même pour la mode actuelle. Si tu vois Alessandro Michele, il a eu une importance capitale pour lui les années 70, Oui. non? Donc, même aujourd'hui, les combinaisons, la façon de mettre les couleurs ensemble, le shape, c'est quelque chose qui est toujours actuel. C'est comme pour vous, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent est jamais mort. Je veux dire, non? Mais non, Jamais. Il doit pas. heureusement. Heureusement, on l'aime. C'était passionnant, merci pour ce petit voyage à Palerme. Et alors maintenant, je voulais échanger avec toi sur une série qui est sortie plus récemment, qui s'appelle Miss Falacci, et qui donc parle de cette essayiste, journaliste, qui est une grande figure en Italie, qui est un peu moins connue en France. Il y avait un joli film aussi qui était sorti sur elle il y a quelques années. Moi, j'avais découvert cette figure comme ça. Et donc, toi, tu as travaillé sur la série qui tu vas nous raconter, mais qui a l'air d'avoir bénéficié d'un très beau budget. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très beau en termes d'image. Ça a l'air d'être une grande production, mais tu vas nous raconter les dessous. Et c'est en tout cas les photos que je voyais, ça se passe à la fin des années 50. Donc ça m'intéressait aussi comment tu as construit ces garde-robes magnifiques, comment tu as préparé ces costumes-là. Oui, bien sûr. Alors, Oriana Fallaci, que tu peux voir, mettons, pour les gens qui n'ont pas vu sur Apple, raconte l'histoire de cette journaliste, essayiste, mais même écrivain, si tu veux, tout simplement. Il était quelqu'un de très curieux. Il avait une façon de travailler qui était vraiment tu vois, elle était toujours sur le point. Et cette histoire, on l'a racontée avec plusieurs pays parce que c'était italien, mais c'était même anglais. C'était Paramount Place qui l'a produit. C'est un projet international avec des acteurs formidables. Et la chose plus difficile, là, c'était travailler sur l'actrice qui était magnifique, Miriam Leone, mais c'est une femme qui est presque l'auteur de cette femme, c'est 1,90 et Elle est très grande, ok. très grand, une femme magnifique. C'était avant de devenir actrice, était Miss Italia même. Et donc, Oriana Fallaci, c'était une femme d'une charme pas possible, mais c'était quelqu'un tout petit, vraiment petit, mince. Ah oui, donc il y a un choix de casting un peu détonnant, original là-dessus. Et oui, normalement, mais c'est toujours comme ça, tu sais, parce que moi, je trouve qu'il est parfois, pour deux raisons, des actrices qui soient importantes pour tous les podcasts, pour les producteurs, il choisit des gens qui sont un peu plus connus, si tu veux, mais pas toujours sont adhérents au personnage de la biographie. Mais ça m'arrive souvent, ça m'arrive tout le temps. Et donc, j'ai D'accord. l'habitude de raconter ça. Ça t'a pas fait peur? Oui, mais tu sais, ça c'est incroyable parce que une des premières dans le monde de journalisme, en fait, traduit dans toutes les lignes du monde, qui a publié un livre, un bouquin à 27 ans avec la préfaction de Orson Welles qui s'appelle I sette peccati capitali, qui est sorti en 1956, il me paraît, qui en français s'appelle Le pêche d'Hollywood. Et elle, là, elle raconte toutes les choses qu'il a vues là-bas, qu'il a vues à Hollywood, qu'il a vues aux États-Unis. Et c'était une journaliste qui voulait s'occuper seulement de politique, donc engagée dans la politique. Elle voulait faire que des essais de politique. Mais en fait, au début, en étant femme, elles ont déplacé sur l'actualité, sur les choses du cinéma, de la mode. Elle a travaillé énormément. Elle a fait des interviews pas possibles sur Yves Saint Laurent, Chanel. Il a interviewé Pucci. Il a interviewé plein de monde. Elle était là à Palazzo Bianco à Florence au début del Made in Italy. Elle était toujours là. Elle est très intéressée par la mode. Et là, qu'est-ce que je devais faire? Alors, de toute façon, la série se déroule au début des années 50.
Elle était connue dans les années 70. Et là, en fait, on raconte la formation de cette femme entre Milan, Rome, Londres, New York, Los Angeles, plein d'endroits. Mais normalement, elle a travaillé en étant à droite et à gauche. Et pour moi, que je devais faire la série, tu imagines que pour moi, je devais construire la mode à Rome, à Milan, à Paris, à Londres, à New York, à Los Angeles, dans tous les pays différents et toutes les périodes de l'année, même le printemps et l'hiver et cela. Oui, toutes les saisons. C'était plutôt compliqué et on l'a fait. Mais la chose plus importante, c'est vraiment gérer cette histoire de petite femme Ouais. sur le corps magnifique de Miriam Leone. Et donc, je fais un travail encore plus fort par rapport à l'histoire. Je dis, OK, alors elle était pas riche au début et il voulait s'habiller comme un homme parce que dans ce Mmh. milieu, il y avait seulement vraiment très, très peu de femmes qui travaillaient dans les journaux. Et donc, il y avait elle, la Cederna, vraiment, il y en avait peu. Et elle voulait s'intégrer. Elle était jeune, elle n'avait pas un sou, elle voulait s'intégrer. Donc, les premiers habits que je fais, on a tout réalisé pour elle. Comme je l'avais dit, impossible de trouver dans le répertoire de choses pour une femme pareille. Donc, on Mmh. a fait au moins 90 habits, mais toutes les choses, dans les jupes jusqu'au maillot. Tout ce qu'il fallait faire. La chose intéressante, c'est d'habiller cette femme d'une manière simple, mais avec une qualité, une personnalité très forte. Et elle, en disant que j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Je suis allée Mmh. même dans son œuf, dans son petit enfant qui a encore toutes les choses d'elle qu'il m'a montré. Donc, je suis allée à Milan à voir toutes ses affaires, toutes ces petites choses sous les robes, les habits, Mmh. les bijoux. C'est intéressant parce que c'est une véritable enquête, en fait, ton travail de préparation. Moi, je fais une enquête comme si j'étais un Une détective un peu, hein? commissaire de police. Je suis Ouais, un c'est ça. commissaire de police. Oui, je vais au fond. Ça m'intéresse en fait la qualité humaine de ce travail qu'on fait. Le point de repère doit être véritable, doit être toujours des choses qui sont. Et puis on peut créer Mmh. évidemment. Moi, je dis toujours que la réalité est toujours supérieure, surplace complètement la création, parce que la vérité Mmh. est tellement, elle a un main immense, immense. Donc, à mon avis, il faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup me plonger dans les histoires en lisant tout ce qu'il y a à lire, tout ce qu'il y a à étudier un peu. Et alors Mmh. là, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé ses affaires, j'ai regardé ses bouquins, j'ai lu et j'ai compris qu'en fait, elle a fait un parcours où, à un certain moment, elle commençait à comprendre comment il s'habillait. Et avec quelques éléments, elle a commencé à devenir à la mode pour Londres, à la mode pour Milan, à la mode pour Paris, parce que elle devait être toujours sur place. En Elle devait être- représentation un Et la peu. présentation, tu sais bien que dans les années 50, les femmes elles devaient être tout complet. Un Mmh. peu comme Avenue Montaigne pour les années Oui. 90. Et là, sur l'année 50 en Italie, ça devait être tout précis comme les Sorelle Fontana. Donc, les gants qui sont de la même couleur de la chaussure. Donc, j'ai tout réalisé. Les chaussures, Mmh. les gants, les bijoux, tout. J'ai tout réalisé. Parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de quelque chose en plus, tu vois, pour raconter l'évolution de cette femme. Et je suis même allée voir, en fait, les boutiques qui étaient importantes dans cette époque et j'ai presque copié, je fais des copies de Germana Maruccelli, un couturier intellectuel qui travaillait surtout sur Milan, et même des copies de Dior, parce qu'en fait, en Italie, on copiait le français, on faisait des copies de français, et donc en fait, c'est ça. Et ça, c'est Mmh. arrivé jusqu'à les années 50. On a Oui. copié tous les couturiers français. Et j'avais tous mes éléments et je les mettais ensemble. Parce qu'en fait,
Les vêtements de l'époque pour les femmes étaient tout à mesure. Les Oui. femmes allaient chez les couturiers. Même ceux-là qui n'avaient pas trop d'argent, ils allaient choisir une couturier. Ça peut être le Mmh. couturier Dior, mais ça pouvait être même la personne qui fait des habits de fringues comme ça, Ouais. gratuitement, en copiant des choses qui sont très bien conçues. Mais oui, c'était avant le prêt-à-porter, enfin, c'était un rapport complètement différent à la garde-robe. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors là, j'ai découvert ces personnages et j'ai cherché de construire le personnage et comprend le temps de film. Comme je te dis, ça c'était un biopic classique, mais surtout son registre émotif. Mmh. L'évolution de sa façon de s'habiller va de pair avec le récit. Et au-delà de les tenues formelles, que la Palache est considérée comme une uniforme, comme je te disais, une uniforme pour pouvoir s'homogénéiser avec les journalistes hommes, il nous faut un garde-robe même informel, parce que il y a des moments dans l'histoire où elle écrit, et à la maison, où elle travaille dans le bureau. Et là, j'avais besoin de créer de poules en laine, de choses qui la rend, moi je l'appelais la zone intime, confortable, où elle était bien pour écrire. Elle écrivait d'une vitesse pas possible, il paraît. Et donc, moi, j'ai fait tous des habits pour ça. J'ai fait toutes des choses qui étaient bien pour cette zone. Et puis, il y avait même les robes pour les grandes soirées. Pour les grandes soirées, je me suis librement aspirée à Monsieur Dior, comme tout le monde. Oui, parce que c'était ce qui se faisait de plus désirable à cette époque-là. C'était les choses plus désirables et les choses plus copiées. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ça devait être passionnant comme aventure, hein. Tu avais une équipe, de quelle taille pour t'accompagner sur ce projet? J'avais une équipe qui travaillait en avancement. Ça veut dire qu'ils travaillent sur le futur du tournage, Ah oui, d'accord, oui. qui on prépare à seconde lieu où on tourne. Oui. Donc, j'avais des équipes qui étaient sur Milan, sur Rome, sur des différents locations. Mais de toute façon, c'était un travail qui avait un budget pas mal, mais pas un no limit budget. Je devais être Oui. très attentif. Donc, on a travaillé comme ça. D'accord. Moi, ça a rendu magnifique et c'est très intéressant de comprendre comment tu as construit, toute cette garde-robe notamment, donc merci Un pour ce partage. garde-robe énorme, oui, vraiment, Mmh. je sais pas combien de choses, mais vraiment, oui, je crois 100 outfits au moins. Et puis, moi, j'adore les mailles, donc la laine. La laine, Ouais. parfois, c'est vraiment important parce que tu trouves rien. La laine, on la trouve pas dans le stock. Donc, on doit toujours faire des choses en laine pour les projets. Et je trouve ça très intéressant ce que tu racontes sur la zone intime. C'est quelque chose dont j'aime bien parler avec mes invités et notamment quand c'est des biopics aussi parce que on peut avoir des archives de l'extérieur, mais comment la personne s'habillait pour dormir, pour rester chez elle, c'est pas documenté. Donc je trouve que ça laisse Ça, aussi c'est moins documenté. Et donc, il faut tout faire. Moi, j'ai fait mmh. même les choses pour dormir. J'ai tout Ouais, c'est fait. ça. Bien sûr, parce qu'en fait, même les choses pour se baigner, tout. On a Ouais. tout fait. On trouve pas, les choses s'abîment. Et donc, Mmh, mmh mh. j'ai trouvé des catalogues magnifiques sur les crochets et j'ai copié plusieurs choses. Et même, tu sais, la taille était haute. Ouais. Je peux rien trouver aujourd'hui. Et comme dit la nostra amica Anaïs Roman, en Italie, il y en a d'artisans qui sont pas mal. C'est sûr, c'est sûr. L'artisanat encore en valeur. Et c'est important de les faire en effet travailler sur tes projets pour, qu'ils Oui, puissent non, mais tu continuer. imagines même comme c'est important les modélistes, les chapeaux. Personne n'allait sans chapeau. Ouais. Impossible. Ouais, les chapeaux, les gants, c'est des choses qui ont complètement Des disparu. choses qui sont disparues, c'est difficile et c'est même difficile faire comprendre aux réalisateurs qui ont, je sais pas, 30 ans, que dans cette époque, il faut sortir avec un chapeau.
Parce que parfois il dit: «Non, non, non, mais le chapeau c'est trop, moi je vois pas le visage», tu vois? Et en fait, parfois notre travail pour garder le travail bien fait, c'est de convaincre même, les réalisateurs qu'il faut faire comme ça. Mmh. Oui, tu disais, on dit pas non, mais par contre, quand même, tu essaies de Oui, parfois les gants, oui, tu peux le mettre, tu peux l'enlever, mais parfois c'est important de l'avoir, hein, tu vois? Mmh. Le garder, dans cette scène, il faut le mettre, c'est comme ça et c'est Ouais. partie de notre travail même, convaincre les acteurs et les réalisateurs de cette Mmh. chose. Quand sont des choses d'époque, il faut faire attention. On peut tout changer, hein, on peut même organiser une chose qui soit totalement ahistorique. Moi, j'adore Mmh. faire des choses historiques, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je l'ai dit en introduction, tu es très engagée pour ta profession et donc j'avais envie aussi de t'interroger là-dessus, notamment alors moi je le dis en français, c'est beaucoup moins joli, mais tu es vice-présidente de l'ASC, l'association italienne de, donc scénographie, costumisti et arredatori. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette association et puis quel rôle, tu y joues? OK, donc alors, ça, c'est une organisation qui existe depuis 50 ans. 2027, on va avoir 50 ans. Magnifique. Donc elle est Nozze d'Argento et moi, je suis rentrée dans cette association dernièrement, mais j'avais envie de faire un peu un travail, sur, les, educational parce que en fait, il y a 2 choses qu'il faut si on veut avoir d'assistants, de stagiaires et des gens qui travaillent avec toi, il faut faire même de cours. Il faut donner des cours et nous, on organise plein de choses. Si tu vas sur le site, nous, on fait plein de choses. Mais un des choses plus importantes qu'on fait, c'est des cours. On donne des cours pour, les gens et des gens qui veulent apprendre le métier. Mais c'est un cours de normalement, ça dure 3 mois, donc c'est très intensif, spécialisé de gens qui veulent comprendre mieux le travail de costumière au cinéma. Oui, donc il y a un vrai rôle de transmission en fait, Oui, du c'est savoir. ça. Nous, on aime, beaucoup ça. Moi, je me suis un peu liée à cette organisation. On est beaucoup de gens, hein, on est 400 personnes, donc pas mal. Entre nous, il y avait même, Giorgio Armani, par exemple, comme, socio onorario, mais il y a même, Milena Canonero, tous les Oscars italiens, ils sont là parce qu'en fait, Mmh. c'est une organisation, on échange plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis un peu plongée dans ça, mais même pour la raison pour laquelle moi j'ai l'impression qu'on doit travailler sur le droit d'auteur, copyright. Parce que Oui. là, en fait, on est créateur de l'image, de film avec les autres et on est considéré toujours un peu moins important des art directors, des chefs opérateurs et des autres Mmh. rôles. Et moi, je veux te remercier encore une fois, Céleste, pour avoir mettre à disposition cet parcours de costumière. Cette histoire est très importante parce que nous, on a un peu un manque d'informations. Les gens ne connaissent pas notre métier. Ils pensent que c'est une chose un peu créative, tout là, mais nous, on est des industriels, on a des Mmh. responsabilités, on a un budget, on a des gens qui travaillent avec nous. Donc, en fait, cette histoire, ça devient un peu difficile à expliquer. Merci pour tes mots et justement, comment tu l'expliques toi, que ça soit un métier qui soit moins considéré que les autres, décors, chefs opérateurs, Parce que les décors, normalement, sont des architectes. Donc, c'est clair, plutôt, c'est l'architecte qui fait le décor. Les chefs opérateurs, je dois dire que c'est véritable expérience de chef opérateur. Si la lumière est bonne, tout notre travail ressort.
Mais eux, ils partent toujours auteur de la photographie. Donc, Mm. la définition en italien, c'est autori della fotografia. Donc, C'est chic. ils sont très engagés en ça. Mais dernièrement, Mm. hein, c'est pas quelque chose de toujours. Et nous, en fait, il y a toujours cette impression que nous, on va prendre des fringues dans la rue ou dans les placards des comédiens. Franchement, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à devenir conférencière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il y a un manque, il y a un gap qu'il faut un peu remettre en place. Mm. Et c'est la même raison pour laquelle, quand il y avait Arcenico, je suis avec Carlo Poggioli en charge de la partie italienne de cette organisation. Donc Argenico, c'est une fédération européenne costumes et décors, c'est bien C'est ça? ça, c'est ça. Et Mm. ça existe de très peu de temps, 2018. Il y a eu même le Covid. Donc là, on commence à devenir quelque chose, mais c'est très difficile. Parce Ouais. qu'en fait, Arcenico naît pour la comparaison de différentes façons de travailler. Et on Mm. travaille sur les working conditions, le droit d'auteur, toutes ces choses-là, les choses qu'on a en commun dans l'Europe. Et Ouais. tu sais, les Américains ont la chance d'avoir cette magnifique union. En fait, il y a les syndicats qui travaillent très très Oui. bien. Et nous, on n'a pas grand-chose. Il y a 3 organisations françaises, donc la présence française est très importante. Et c'est là que j'ai rencontré la magnifique Madeleine Fontaine, et même d'autres gens géniaux, vraiment très très Oui, sympas. la vice-secrétaire, par exemple, en ce moment d'Arcenico, c'est Alice Cambournac, qui est une de mes premières invitées avec Bien sûr, Roger Alice Champagne. est très très fort et très engagée, Très engagée aussi. très engagée. Et cette année-là, on était à Paris. Moi, j'étais pas à Paris parce que j'étais à New York pour ma conférence, mais chaque année, on se retrouve, on fait une sorte de rencontre. Et Mhm. toutes les personnes se rencontrent dans une ville différente. Donc, cette année-là, c'était Paris. L'année prochaine, ça va être Amsterdam. Et 2027, ça va être Rome. Donc, de bienvenue. 2027, tu dois venir, absolument. Avec joie, merci pour l'invitation. Et tu parlais du droit d'auteur, tu as de l'espoir, déjà peut-être pour remettre dans le contexte de l'audience pourquoi c'est important, et est-ce que tu as l'impression que les choses avancent? Alors, moi, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas sur le droit d'auteur, malheureusement, Ouais. parce qu'il faut tout écrire, il faut tout penser. Et je dois dire encore, je ne repars là, l'intelligence artificielle a un rôle Mm. dans cette histoire même. Donc, il faut un peu voir notre limite, la création qu'on apporte dans le film où commence et où il s'arrête. Mais le fait que dans un autre métier de cinéma, c'est plus clair, il m'amène à penser qu'il faut travailler sur ça. Pour les Oui. costumières, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aux États-Unis, il y a Mm. cette chose qui s'appelle work for hire. Signifie que ton contrat est que toi, tu t'as pas de droit sur l'image de quoi que ce soit. Pour Cruella, la Bible, qui a vu centaines de petites poupées, de choses partout. Elle a créé le look de ce film. Elle a aucun droit. Il y a même eu des collections de prêt-à-porter. Des collections de C'est prêt-à-porter. fou, hein. Mais ça N'importe avait quoi. justement fait un peu de bruit. Moi, j'ai cru que ça allait faire avancer les choses, et puis finalement, Et pas tant. Cruella, c'était le première chose qu'un peu Oui, nous ça a a. un peu mis le feu aux poudres, Oui, quoi. on a eu l'impression que quelque chose changeait, mais en fait, pas grand-chose. Et aux États-Unis, de toute façon, ils ont ces contrats que c'était très strict. Mais nous, on n'a pas ça. Mais en même temps, on n'a pas les royalties, on n'a pas ça, hein. C'est en question même, tu sais, c'est un gâteau. Sur le Mm. gâteau se partage pour beaucoup de personnes. Le droit d'auteur, c'est toujours dans le même
dans la même les part mêmes du gâteau. professions, tu vois? Tu peux Mmh. pas partager le gâteau avec tes Ouais. autres gens. C'est un peu ça. C'est banal, mais c'est un peu comme ça. Eh bien, écoute, j'espère que ça va avancer et je serais très heureuse d'en discuter avec vous à Rome alors. Oui, absolument. J'espère qu'on fera des progrès. Oui, d'ici là, d'ici 2027. Absolument, oui. Et alors, tu es aussi, et c'est très chic, membre de l'Académie des Oscars. Est-ce que tu peux nous raconter depuis quand? Là, en plus, tu viens de voter. Et justement, comment ça t'inspire peut-être tous les films que tu peux voir? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on peut voir, on a le streaming, on peut voir le film en avance par rapport à les autres évidemment, parce qu'on doit voter, mais surtout on a la chance de rencontrer les réalisateurs et les acteurs en prenant un cocktail ensemble et les pauvres réalisateurs et comédiens doivent faire le tour du monde. Donc, ils vont à Ah, c'est Londres, fou. à Milan, à Rome. Et Rome, c'est une des endroits où il vient. Donc, on a la chance de voter pour des gens qu'on n'a pas seulement vu le film, mais on a même rencontré le réalisateur et l'acteur. Je dois dire, c'est pas sympa ce que je dis, mais en fait, les projets qui me plaisent beaucoup sont les internationales. Donc, moi, j'aimerais Mmh. bien voir de films de parties du monde que franchement, je connais très peu Oui. et de voir qu'il y a de réalisateurs, formidables. Et ça, c'est Mmh. intéressant et j'aime beaucoup même la partie moi, j'ai voté même pour le short film donc la durée de film, parfois, ça peut être un chef-d'œuvre, même si c'est quelque chose qui est Oui. de 10 minutes. Donc Mmh. ça, c'est la chose qui m'intéresse, membre de l'académie. C'est un privilège. C'est un privilège pas possible et j'ai eu la possibilité de rentrer parce qu'il y a des gens qui doivent te présenter des Oscars, des Mmh. prix Mmh. qui te proposent et D'accord. puis eux, ils vont décider si tu peux rentrer ou pas. C'est un sacré honneur, hein. Et alors toi, c'est des personnalités du costume justement qui t'ont présenté ou plutôt Non, des non, seulement les réalisateurs avec personnes du qui tu as costume peuvent travaillé? te présenter. C'est seulement les gens de ton milieu qui peuvent te présenter. Tu vois? D'accord. C'est comme ça. Oui, c'est vraiment de la cooptation. Oui, c'est pas n'importe qui, ça doit être quelqu'un qui connaît ton travail. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal que cette expérience. Ça a commencé, cette année. Et je savais pas du tout qu'ils faisaient un tour comme ça de grandes villes. Oui, ils font le tour parce que normalement, ils vont te envoyer le email: «Ah, c'est ça, tu peux venir à Los Angeles», donc tu es Mmh. invité à Los Angeles tout le temps, si tu veux. Mais à Los Angeles, tu habites pas et donc il y a des soirées, consacrées aux membres, de l'Académie de l'Oscar. Nous-mêmes, Mmh. on va voter, donc ils sont très intéressés par nous rencontrer pour parler avec nous parce que nous, on Mmh. lui donne le vote. Et donc là, tu as voté, notamment pour l'Oscar du meilleur costume. Mais c'est ça, c'est ça. Déjà, Et ben, on a hâte de voir les résultats. je peux pas le dire. Ah non, j'imagine bien, j'imagine bien. Et tu en parlais, tu as aussi une activité de conférencière. Tu interviens régulièrement pour parler de costumes, notamment à Dolce Vita sur scène où j'ai eu la joie de te rencontrer l'été dernier. Tu étais à New York cet hiver, t'en parlais, pour parler de Rosa Genoni et des divas italiennes. Tu vas aller à Amsterdam en novembre. Je trouve ça passionnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité de conférencière? Alors, l'activité de conférencière est née toujours dans le même but, hein. Le but, c'est de informer et raconter notre travail, mais surtout à aller un peu à découvrir, de personnages un peu, inconnus. Et ce qui m'intéresse là, en ce moment, je travaille depuis 1 année, en fait, c'est tout récent. C'est commencé avec la première conférence de cette année, c'était, année 2025, c'était à Sydney, en Australie et j'ai amené Rosa Genoni all'Istituto di Cultura Italiano. Incroyable. Ah oui. J'ai demandé: «Est-ce qui vous intéresse?» Parce que c'est une histoire intéressante à raconter et je suis allée là-bas
j'avais un public qui était très intéressé, très technique même, et c'était important de le faire. Et c'est bizarre parce qu'il y avait des gens qui est venus parce qu'ils avaient vu la série télé Miss Fallaci. Donc, ils Ah, avaient c'est vu mon chouette. nom et sont arrivés, sont débarqués en disant: «Ah, nous, on a vu Miss Fallaci». Mmh. Et alors, Rosa Genoni m'a amenée aussi dans une autre. Déjà, cette femme qui était engagée politiquement, était une grande couturier, mais même quelqu'un qui s'occupait du costume au début du siècle. Donc, c'est un parti de la vie italienne. Mais on parle de Rosa Genoni, surtout la partie importante, c'est 1906, Mmh. 08. Et elle a travaillé énormément sur ce qu'a fait même Paul Poiret, se libérer du corset. En fait, elle s'était engagée politiquement et s'était engagée même sur la santé des femmes dans cette Oui. époque. Donc, moi, j'amène cette histoire parce qu'elle me paraît très intéressant et même, c'est une liaison que c'est moi qui l'a faite, mais je crois qu'elle soit correcte. C'est le rapport entre cette genre de couturier et les divas italiennes. Mmh. Parce que les gens connaissent pas cette histoire, mais en fait, c'est très important. Les stocks de costumes pour le cinéma muto, pour les silent movies, c'est de stocks de choses qui le comédien amenait. Donc, ils n'avaient pas de costumière, Oui. ils n'avaient pas d'habilleuse. C'était des choses qu'ils devaient avoir. Et Sarah Bernard, par exemple, il avait un garde-robe pas possible, avec de choses incroyables. Eleonora Duse, il avait de choses magnifiques. Mais il y avait deux comédiens qui devaient quitter les scènes parce qu'ils n'avaient pas les habits suffisants pour aller dans cette nouvelle moyenne qui était le Mmh. cinéma. Et donc, moi, je regarde attentivement ces garde-robes, ces placards, des femmes de cinéma muet, je le regarde attentivement. Et ça me paraît intéressant. Parce qu'après, il y a la profession costumière. Mmh. Ah oui, là, on est en avant la profession costumière. Avant la profession costumière, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Parce qu'en fait, si je dois dire la vérité, ce qui m'inspire plus que d'autres, c'est toujours le corps des acteurs et la Oui. personnalité des acteurs. Moi, tout ce que je sais, je l'ai appris par les comédiens. Tout ce que je sais, je l'ai appris par eux. Et c'est quand même une différence centrale avec la mode, c'est que c'est vraiment le costume, c'est un vêtement qui est pensé pour ce corps-là, pour le corps d'un ou d'une comédienne et personne d'autre. C'est ça, pour un corps précis. Mmh. Il raconte une histoire, le corps, parce que de toute façon, c'est les réalisateurs a choisi un corps et un acteur. Il doit avoir de raisons pour le choisir. Et là, moi, j'aide l'histoire à être racontée par ce corps. Mais pas seulement le corps, parce qu'il y a même la tête. Donc, les acteurs, normalement, c'est génial parce que quand tu fais les essayages, que c'est un moment exceptionnel, très intime, Mmh. on devient comme des psychologues, ou de moines, tu vois. Et, et c'est le costume lui plaise, ça y est. S'il y a quelque chose qui va pas, s'ils sont bien élevés, ils te le font comprendre. Et c'est un bon écoute, tu vois, tout ce qu'ils disent est très, très correct. Mon expérience, c'est exactement comme ça. Les comédiens m'aident toujours. Je voulais t'interroger aussi, sur justement dans le travail ce que tu as fait. Toi, est-ce qu'il y a des costumes dont tu es particulièrement fière? Moi, je suis toujours fière de ce que a une copie. C'est quelqu'un qui va copier. Ah, tu veux dire quand, ton travail est recopié? Oui, c'est ça. Comme Coco Chanel? Coco Chanel a eu la chance d'être copié, Gucci était copié. Et là, je te donne un exemple, c'est absurde, mais en fait, c'est ça. Quand j'ai fait les costumes de Respiro avec Valeria Golino, c'était Oui. l'interprète, et elle, c'était une femme bizarre qui habitait sur une île, Lampedusa. Et en fait, cette femme bizarre, moi, j'ai l'habillée, c'était la femme d'un pêcheur.
donc Mmh. très, très Modeste. modeste, évidemment. Et là, j'ai fait que les costumes, c'était des petites robes, comme de petites, robes, très simples, fait avec, tout ce qui était possible à acheter dans les marchés, les choses qui arrivaient dans les bateaux. Il utilisait ces matériaux et organisait des habits, sur les choses qu'il trouvait. Donc, c'est tout fait exprès, donc c'est pas quelque chose que j'ai trouvé, mais je l'ai réalisé. Mais l'année qui est sorti le film, qui allait à Cannes même, Madonna a fait un vidéoclip où il y avait cette femme avec la même robe dans l'eau. Le film, c'était Valeria Golino dans l'eau, comme ça. Et elle a fait un vidéoclip sur cette robe. Donc ça sont des choses qui font de bien, qui sont Ah. intéressantes. Ah oui, c'est quand même, c'est Tu vois ce magique. que je veux dire? Bien sûr. Je chercherai les images pour les mettre sur Instagram parce que c'est Oui, à mon intéressant. avis, en plus, la Valeria Golino, j'ai décidé même de lui mettre degli stivali, de boots en plastique. Oui, Donc, oui. j'ai utilisé de boots en plastique très grands, masculins, sur une robe très fin. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un succès pas possible dans la mode après. Tu as remarqué qu'il y avait toujours des hunters, non? Les boots Oui, comme c'est ça. ça, exactement, Et oui. moi, ça, je le fais, il y avait personne qui le faisait. Ouais, donc il y a une vraie influence, c'est intéressant. C'est ce genre de choses. C'est pas clueless, tu vois, c'est pas quelque chose d'éclatant. Ce sont des choses un peu entre guillemets. C'est pas le magnifique travail de Clueless avec Tom Brown et Vivienne Westwood. Et toi qui es passionné d'histoire, de la mode, du cinéma, est-ce qu'il y a des costumes dans l'histoire du cinéma qui te plaisent particulièrement? Est-ce que tu as un petit panthéon de costumes que tu aimes très Oui, fort? alors là, je dois dire que j'ai pas une préférence parce que moi j'aime tout. Et j'aime beaucoup même le film contemporain, du film d'aujourd'hui. Et donc, je sais pas un costume en particulier. Je dois dire qu'il y a un film qui peut-être m'a un peu amené dans cette profession. Gli angeli con la pistola. Comment dire en français, Gli angeli con la pistola? Milliardaire pour un jour, avec Bette Davis et Glenn Ford. Je te dis pourquoi. Moi, j'ai vu ce film et c'est comme un peu ceux qui regardent Cenerentola. Cenerentola, comment dire en français Cenerentola? Cendrillon. Ah si. Alors normalement, les personnes qui commencent à faire de cinéma, à mon avis, sont fous de cette bande dessinée de Cendrillon. C'est le dessin animé de Cendrillon sont incroyables pour tout le monde qui est intéressé à la mode parce qu'il y a cet habit qui se réalise avec les petites Les souris. les souris, oui, c'est ça. Mmh. Et donc, ça, c'est quelque chose de très connu. Mais là, quand j'ai vu ce film de 1951 de Frank Capra, qui s'appelle Milliardaire pour un jour, il y avait Betty Davis, qui était une clochard à New York et un gangster qui avait un rapport très proche avec elle. Cette clochard, Betty Davis, lui donnait tous les jours, pour bonne chance, une petite pomme, une pomme. Mmh. Et une fois, elle doit être habillée de toute façon comme si elle était une princesse, parce que sa Mmh. fille, qui était ailleurs, vient trouver sa mère. Et sa mère, la fille ne sait pas que la mère est Mmh. sur la route, qu'est un clochard. Donc, il y a Betty Davis, qui est une actrice formidable, qui devient de pauvre à riche. Et c'est un film très mouvant. Mmh. Donc Capra, c'est toujours des grands mélos, c'est beaucoup d'émotions. Oui, tu vois, ce sont des films qui sont un peu passionnels. Et en effet, toutes ces histoires de métamorphose comme ça, en termes de costumes, c'est toujours passionnant. Oui, absolument, absolument. Podane, c'est un film qui m'a touché énormément. C'est magnifique ces costumes. Frank Capra qui fait de Betty Davis la reine Ouais. partant de Clochard. C'est vrai, on est toujours sur le thème de la métamorphose. C'est Ouais. ça, la métamorphose, c'est quelque chose d'important. En fait, oui, c'est ça. La métamorphose, c'est un peu la chose qui m'intéresse le plus de cette histoire, hein.
Mais il y avait le titre de notre conférence à Paris, tu te souviens, à Dolce Vita sur scène, qui est magnifique, qui appelle Le vrai faux. Nous, on fait de vrais faux. On essaye de faire plus faux le vrai et plus vrai le faux. C'est un très beau résumé. Et alors, sur quel projet tu aimerais faire tes prochains vrais faux? Est-ce qu'il y a Je des... voudrais faire un vrai faux entre la France et l'Italie. J'ai eu plusieurs collaborations entre la France et l'Italie, mais j'aimerais bien reprendre un peu le discours qui était interrompu. D'accord, reprendre ce dialogue. Je veux reprendre un peu le dialogue entre la France et l'Italie. Et ben, j'espère que cet épisode y contribuera. Merci à Eva d'être venue nous partager sa passion pour le détail, la métamorphose, l'histoire et le costume. Vous pouvez retrouver des photos de son travail sur Instagram, @professioncostumière. À très bientôt pour un nouvel épisode.